Ok, donc bonjour Catherine. Bonjour Émeric. Donc, pour commencer, je vais vous demander de vous présenter un peu en quelques mots, de nous expliquer en quoi consiste votre travail. D'accord. Donc, mon travail, c'est directrice technique au sein d'une société de distribution qui s'appelle Mars Film. Une société qui existe depuis une douzaine d'années, qui a à peu près 200 films à son actif, 2 tiers français, 1 tiers internationaux. Donc nous, on va plus parler des films internationaux, parce qu'on est sur la partie doublage. Et, euh, et donc, par rapport à mon poste, donc dans cette société, ça représente le service technique à 2 personnes qui s'occupent de faire sortir physiquement les films pour que nos collègues de la programmation puissent les vendre aux exploitants. J'espère avoir été clair. Donc voilà. Et donc c'est ça. Et du coup, à nous deux, à partir du moment où un film va sortir en salle, on fait le nécessaire pour qu'il y ait toutes les copies, tous les éléments de promotion, toutes les versions disponibles, c'est-à-dire français si c'est un film français, mais aussi avec tout ce qui est accessibilité. Et pour les films internationaux, des sous-titres français. Et parfois aussi des sous-titres anglais sur les films français. Voilà. Mais globalement, on est plus sur du sous-titrage français ou du doublage français sur des films étrangers. D'accord. Ok. Voilà. Et votre poste un peu plus précisément. D'accord. Alors, pour la partie rapide, cinéma français, je suis en contact avec les producteurs et post-producteurs pour récupérer les films au moment où ils sont en train d'être validés. C'est-à-dire qu'on estime qu'on est presque à la fin du film et on va sortir les copies qui vont servir à présenter le film en salle. Et donc là, je vois le film et je vois la copie finale. Et je dis avec le réalisateur généralement, parce que c'est lui qui est quand même capable de dire que c'est ce qu'il veut, enfin que son film est terminé. Donc tout est bon pour l'image et le son. Et ensuite, je récupère un DCP, donc pour la salle, et je vais le donner à mes collègues pour qu'ils puissent le mettre en salle. À partir du moment où on choisit un studio, enfin, donc je choisis un studio, je choisis un directeur artistique avec le studio, où il me valide mon choix, ou voilà. On a le premier poste en fait qu'on a dans le doublage, c'est la détection. C'est-à-dire que je donne le film, l'image, et le texte version originale. Et là, il y a une personne qui va découper le film phrase par phrase. C'est-à-dire le début en mettant le TC d'entrée et le TC de sortie, de façon à ce que l'adaptateur, lui, donc il va reporter ça sur un logiciel, et l'adaptateur va faire glisser son texte avec les signes qu'on lui donne sur les labiales, dans ce qu'on appelle la lisibilité. Voilà. Et ensuite, il y a une semaine à peu près de détection, 2 à 3 semaines d'adaptation. Pour un film de 100 minutes, on est sur 6 jours d'enregistrement. Après ça, nous on fait un premier visionnage à la sortie de l'enregistrement pour vérifier si tout le texte est respecté, cohérent, si on n'a pas de problème avec des voix, si voilà, il peut se passer qu'un comédien qui a été choisi a eu problème de gorge, donc on le fait retourner, ou un petit enfant qu'on n'arrive pas à faire jouer, on le refait, on peut décider de faire des retakes, on appelle ça, donc le faire revenir les gens. Après ça, on a 2-3 jours de montage, donc quelqu'un qui monte les paroles exactement pour que ça ne gêne pas la musique, de moment à préparer en fait tout le travail pour le mixeur qui a la version internationale, c'est-à-dire la musique, les effets et les dialogues. Et le mixeur, il est chargé de faire rentrer exactement comme la version originale, donc la langue, enfin les dialogues français dans cet ensemble. Voilà. Et après, on fait une dernière vérification, ce qu'on appelle la double bande, pareil, qui reste en fait un terme du temps où on avait la copie d'un côté et le son de l'autre.
Et on visionne les deux superposés, parce qu'on est encore dans une version française séparée d'une image. Et là, on valide le mix, où on dit on faut refaire des choses comme ça. Et voilà. Et après, la version française est prise et transmise à un laboratoire qui va l'intégrer sur un DCP pour la copie cinéma et sur un ProRes pour ce qui va être en fait un fichier ProRes qui va servir à faire toutes les déclinaisons vidéo, télévision, etc. Et aussi, par rapport à l'accessibilité, on relie les sous-titres sourds et malentendants et l'audio-description pour être sûr d'avoir un programme qui est à destination. En fait, en tant que distributeur, on se garantit, enfin, on est un peu le garant du public. Donc si dans l'audio-description, il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on va le dire. Si dans les sous-titres sourds et malentendants, c'est pareil, comme il y a on est garant aussi de la qualité, de la technique, de dire c'est bien traduit, c'est pas bien traduit et tout, le problème des couleurs et tout ça. Voilà, on est garant de la qualité et on passe à nos collègues. Et puis ensuite, on a toute la validation des films annonces. Le film annonce la maquette du film annonce est validée par tout le marketing, les dirigeants. Et après, nous, on récupère et on fait fabriquer en images et en son, donc monter l'image et monter le son et mixer le film annonce. Et pareil, vérification, et on passe ça à nos collègues. Alors que sur les films internationaux, du coup, on s'occupe de franciser la bande-annonce. C'est rare qu'on ait une bande-annonce nous-mêmes. Et on ne la fait pas, on a rarement l'autorisation. On va plutôt récupérer auprès des vendeurs internationaux le matériel qui a été fabriqué et on sous-titre, on double. Oui, c'est à peu près tout. Et pareil, on fait de l'accessibilité. Sur la version française, on est toujours obligé, depuis 2015, on est obligé de mettre, quand on fait une version française en salle, du sous-titrage sur un malentendant et de l'audio-description. Voilà. D'accord, au niveau des films sur lesquels vous avez travaillé un petit peu, c'est lesquels Alors, beaucoup de films américains. Énormément de films américains. Moi, j'ai un patron qui s'appelle Stéphane Sellerier, qui adore le cinéma américain. Mais le cinéma américain, donc pas du tout en concurrence avec les blockbusters, en fait. C'est vraiment un cinéma... par exemple, ça fait depuis Minuit à Paris qu'on sort tous les Woody Allen. On a eu des films comme 12 Years a Slave dont on reparlera. On est fidèle aussi à quelqu'un qui s'appelle Harmony Korine. On a sorti Spring Breakers et on doit sortir le prochain. Qu'est-ce que j'ai aussi? On est beaucoup sur des films qui signifient quelque chose. Des sujets, sur l'homosexualité, dans 2018 on a sorti Moi Tonya, qui était sur Tonya Harding, où c'était une jolie comédie. On a sorti Vice aussi. On a vraiment, il y a un choix éditorial de la part de Stéphane Sellerier, et puis il est souvent au coup de cœur aussi, soit sur l'histoire, soit sur les comédiens. Donc voilà, on a sorti un film qui est très joli, qui s'appelle Captain Fantastic, sur tout ce qui est partie écolo, façon de vivre différente, fratrie, deuil, parce que c'était le terme principal en fait, c'était effectivement le deuil. Donc je parlais de Captain Fantastic, et aussi on a pas mal fait de documentaires, des super documentaires comme Amy. Parce que c'est vrai que c'est un personnage et que mon patron aime la musique, donc on a eu Amy et on a eu 20 Feet from Stardom, et c'était aussi sur les choristes. C'est un très beau documentaire. Qu'est-ce que j'ai comme chose aussi? Après, on a eu un peu d'italien, parce que mon patron s'entend très bien avec un réalisateur italien et il aimait beaucoup son cinéma. C'est un garçon qui s'appelle Gabriele Muccino, qui a fait des films américains qu'on connaît avec Will Smith, À la recherche du bonheur, Cette vie. Mais il travaille beaucoup dans son pays et il fait des sagas familiales. Donc
Donc, et nous, on a sorti quelques sagas familiales de Gabriele Nucino, comme Encore un baiser, comme Une famille italienne. Voilà. Donc c'est le seul moment où j'ai travaillé un peu sur autre chose que de l'anglais. Et puis, oui, en documentaire, on en a eu un très chouette, mais du coup, pas de version française, donc on va laisser tomber les documentaires après. C'est Human Flow, le film de Ai Weiwei. Voilà. Ça vous dit rien? C'est un chinois, en fait, c'est un plasticien, plus qu'un réalisateur, mais qui, lui, se considère comme un réfugié, et donc qui est très attaché à ce côté exil, réfugié, et qui est allé en 2015 avec sa caméra dans 23 pays. Et il a pris des photos de réfugiés dans 23 pays, principalement européens, mais un petit peu aussi sur la frontière mexicaine, américaine-mexicaine. Donc voilà, et c'était un 2h15 de documentaire sur l'état des réfugiés. Et en 2015, c'était très important parce qu'on avait tous les réfugiés syriens qui débarquaient en Europe, et on sait ce que ça a donné et ce que ça donne encore aujourd'hui. Donc voilà, donc on va éviter de s'écarter. Donc voilà, j'espère que j'ai été claire sur ce que je faisais en tant que directrice technique chez Mars. Voilà. Et justement, comment est-ce que vous décidez si vous adaptez un film ou non que vous allez distribuer? Si on choisit la version française ou pas, c'est ça? C'est ça, oui. Ouais. Et comment est-ce que vous choisissez aussi si ça sera en vue d'une adaptation au cinéma ou uniquement une adaptation pour le DVD? Alors, c'est essentiellement les services marketing et la programmation, le service commercial. Ce qu'on appelle la programmation, en cinéma, c'est les gens qui appellent les salles pour placer le film. Et donc c'est en fait eux qui en connaissent les débouchés, c'est-à-dire que le marketing dit ce film-là, ça sera avec ce type de public, a priori, plutôt petit, plutôt grand public, plutôt ville, plutôt plus large public. Et donc c'est décidé un peu entre le marketing et la programmation. Et moi, on me consulte aussi plus sur la faisabilité que sur parce qu'on peut avoir des films qui ont un petit public, mais sans version française, on touchera personne. Et d'autres, si on met une version française, ça ne servira à rien non plus. Donc il y a cette histoire de faisabilité, de difficulté. Par exemple, si dans le film il y a un comédien qui est français et qui doit venir se doubler, on sait toujours que ça va coûter de l'argent. Et donc en fait, vaut mieux faire la version française pour le cinéma, mettre un peu dans le cinéma, plutôt que de dire non, on n'aura pas besoin et de payer très cher une version française pour la vidéo. Voilà. Moi, je suis sur cette partie-là. Mais autrement, globalement, c'est plutôt le marketing et le commercial qui décident, selon l'ouverture aux salles, si ça sera en VF ou pas en VF. Voilà. Et je pense que ça aussi, c'est peut-être plus le marketing que vous, mais pour choisir si on traduit ou pas un titre, si on l'adapte même plutôt que de traduire les titres des films. Oui, c'est marketing. C'est aussi marketing. Oui. Et on n'a pas souvent l'autorisation. C'est de moins en moins, parce qu'en fait, on ne peut rien faire sans l'autorisation des ayants droit, qui sont souvent le producteur. Et du coup, oui, il faut vraiment aujourd'hui que le film soit assez difficile à percevoir en France pour qu'on le change. On peut même changer des titres pour des titres anglais. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose comme To Rome With Love, qui n'avait pas du tout ce titre-là en général, mais sur lequel on n'a pas voulu mettre un titre français. Voilà, parce qu'ils préféraient avoir le même titre en Europe. Il y avait VL Bad Trip aussi à l'époque. Par exemple, nous on a eu quand même un film extraordinaire, avec mon accent très français, Wal War Young, qui est un film de Noah Baumbach, et on l'a laissé comme ça, on l'a pas changé, on n'a pas eu le droit de le changer. Il y avait aussi Pain and Gain qui était devenu No Pain No Gain. Alors là, par contre, c'est très particulier. Voilà, parce que ça sonne à l'oreille des gens, en fait, et on a envie de... Il faut que
le spectateur, quand il va à la caisse d'un cinéma, il puisse demander très facilement un titre. On peut pas... Voilà, alors, si il garde un mot, c'est très bien. Mais effectivement, il faut pas que... Mais même les exploitants qui ne sont pas très anglophones, voilà, il faut que tout de suite, ils accrochent, quoi. Donc c'est pour ça que parfois, on n'a pas le droit de le changer. On n'aime pas tellement, c'est très compliqué à changer. À moins que l'idée, il y ait vraiment une idée immédiate qui arrive. Hein. Mais autrement, parce que même le traduire, c'est pas toujours pertinent. Donc non, c'est un peu, c'est de moins en moins, vraiment, on change les titres. Et moi, ça, j'ai pas mon mot à dire, à moins d'avoir une bonne idée. Mais en tant que technique, on me demande pas forcément mon avis. Alors ça aussi, par contre, une question, peut-être encore une fois, c'est plus du côté marketing, mais vous m'aviez évoqué quand on était au téléphone les talents. Oui. Et du coup, c'est quoi déjà pour expliquer un peu aux gens et pourquoi est-ce qu'on décide ou pas d'en prendre un, qui le décide et pourquoi est-ce qu'on le fait? Alors, les talents, c'est des comédiens dits connus. C'est-à-dire un Elise Moon sur une voix de dessin animé. Alors d'abord, c'est plus souvent sur des dessins animés qu'on va utiliser des talents. Sur du film avec des comédiens, à part quelques exceptions, moi j'en ai pas eu beaucoup, mais voilà. Moi les talents que j'ai, c'est souvent ceux qui ont fait le film en anglais, qui viennent se doubler en français. Voilà, ça c'est aussi Marion Cotillard sur Minuit à Paris. Par exemple, là, récemment j'ai eu Charlotte Rampling sur un film américain. Donc voilà, moi les talents je les ai plus dans ce cadre-là, parce qu'on n'est pas dans le dessin animé. Mais les talents, c'est plus dans le dessin animé. Et ça aide vraiment. C'est le marketing qui décide si oui ou non. C'est le marketing qui décide de quelle orientation ils veulent donner aux personnages. Donc, qui vont plutôt aller sur un Kev Adams. C'est souvent, en plus, on est souvent dans les comiques. Faut qu'il y ait faut que ça ait de la pêche. Du coup, on est toujours en train de chercher plus des gens qui sont drôles, des gens qui vont créer des personnages. Donc, on est plus dans les comiques. Quoi. On a du... comment il s'appelle Gad Elmaleh. Oui, Gad Elmaleh, Kev Adams. On a Michael Young qui en fait quelques-uns. François-Xavier de Maison. Voilà, Dubosc. Enfin voilà, c'est des gens qui vont Elise Moon qui vont créer en fait un personnage. Mais quand on leur met quelqu'un qui existe, c'est plus difficile pour eux de recréer ce qu'ils voient. Donc on les a pas vraiment en ce moment. Et ils sont pas payés au tarif syndical, parce qu'il y a un tarif pour les cachets comédiens. Et donc c'est aussi le marketing en fonction du budget qu'ils veulent y mettre, parce que ça fait passer le budget d'un doublage à une autre dimension. Et c'est pour aider ensuite, au moment de la sortie du film, à faire la promotion du film. Donc ils vont sur les plateaux télé, ils vont dans les salles, voilà, comme tous les comédiens, quand on fait les tournées, on fait aller les comédiens dans les villes de province pour présenter le film, eux ils feront ça sur ce dessin animé. Et ouais. Vous avez dit c'est souvent des comédiens ou des choses comme ça, mais c'est vrai que des fois non, on l'a vu sur le dernier... Oui, des footballeurs, oui, c'est ouais. Des youtubeurs aussi, ou des... Comment vous appelez ça youtubeurs, c'est des blogueurs et des influenceurs, enfin voilà. On se rend compte que c'est un métier en fait, hein, et que c'est pas forcément très facile pour eux, parce qu'il y a toujours une rythmo, et de lire en place, c'est pas gagné. Donc voilà. Et autant. Et en plus, quand on fait intervenir des gens comme ça, il y a un problème de discipline. Un comédien, il sait ce que c'est. Un footballeur, c'est quelqu'un de discipliné. C'est quelqu'un qui a une hygiène de travail, voilà. Quelqu'un qui est derrière un ordinateur, une caméra, c'est plus désordonné et plus difficile à gérer. Et en plus, c'est plus compliqué pour eux de suivre la rythme. Quoi. Je reste encore un tout petit peu sur ça. Et bien sûr. C'est plus drôle d'ailleurs. C'est plus drôle. Parce qu'après, ça va pas être très drôle. Ouais. Souvent, c'est vrai que des fois, ça arrive qu'on choisisse une personnalité connue, mais parce que c'est un rapport avec le film, genre Cyril Lignac, je crois que c'était pour
Boulette, comment ça s'appelait Boulette, Tempête de tempête de Tempête boulettes de Boulette. géantes. Il me semble que c'était Salina, donc c'est un rapport avec la cuisine, mais par exemple, là, pour des footballeurs sur un truc de super-héros, je vois pas un peu moins Bah, le c'est rapport. pour faire vendre de toute façon. C'est le nom, en fait, ça accroche et les enfants viennent entendre la voix d'un footballeur, c'est tout simplement ça. Il n'y a pas. Donc le choix au marketing se fait pas forcément par rapport Ah non, à ça fait parce que quand ils passent sur un plateau télé, il y a une attention qui est portée. Et c'est ça surtout. Et quand ils vont venir dans la salle, ça veut dire que les parents vont se déplacer avec leurs enfants. Donc oui, bien sûr, c'est pour faire déplacer, pour faire parler du film. Puis sur l'affiche, c'est plus facile d'avoir, je sais pas, alors je connais pas les noms des footballeurs, je sèche un peu. Mais voilà, j'irais pas dire Zinedine Zidane parce que je veux paraître pour quelqu'un qui s'est arrêté en 1998, mais parce que bon, voilà, il y a eu 2018 depuis. Mais voilà, non, c'est pour effectivement accrocher le public, donner de l'intérêt au public d'aller voir ce film en particulier. D'accord. Tout à l'heure, vous aviez dit que vous aviez fait des films où c'était très musical. Oui. Comment est-ce que vous abordez justement ces projets pour, par exemple, l'adaptation? Est-ce que vous faites appel à un parolier plus pour... Alors, moi j'ai parlé des films musicaux qu'on a eu, on n'a pas fait de doublage dessus parce que c'est du documentaire. On n'a même pas fait de voice-over. Alors, parce que ça fait partie du doublage aussi, la voice-over, même si c'est pas du doublage synchrone. Mais c'est vrai qu'en documentaire, on part d'une voix off et donc on baisse la voix off et on met une voix française dessus en parallèle. Donc ça, alors, moi j'ai pas eu besoin de le faire là-dessus. Évidemment, sur Amy, quand on a traduit les paroles en sous-titrage, on a fait quelque chose de libre. Alors évidemment, il faut que ça soit en rythme avec la chanson. On ne peut pas mettre des sous-titres qui soient en décalage avec la chanson. Et ça, Joël, il pourra vous en parler parce que c'est en plus lui qui a écrit la traduction qui a fait la traduction du sous-titrage de Amy. Et voilà. Et en fait, effectivement, il peut pas prendre quelque chose qui existe déjà. Il faut qu'il les réécrive et qu'il les adapte, que ça se glisse dans l'ensemble, que ce soit tout à fait harmonieux avec l'ensemble du sous-titrage. Et puis évidemment, il faut que ça soit, si c'est en vers dans la chanson, il faut que ça soit aussi en français, donc c'est compliqué. Et alors, je n'ai pas eu à faire, moi, de doublage avec des films, sur un film avec des chansons dedans, comme un film Disney par exemple, ou une comédie musicale, Mamma Mia. Alors Mamma Mia, ça n'a pas été traduit, mais ils auraient pu, comme dans le spectacle vivant, faire la traduction des chansons aussi en doublage. Mais il y a vraiment des équipes spécialisées pour ça. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 prestataires, directeurs artistiques, qui ont toutes les connexions pour les chanteurs, qui ont toutes les connexions pour les acteurs, qui ont les personnes qui écrivent les chansons. La Reine des Neiges, il y a quelqu'un derrière dans le générique qui est nommé avec effectivement tout le travail d'adaptation des chansons, quoi. Donc ça, c'est vraiment une catégorie à part, et c'est pas la même personne qui écrit un texte de dialogue que celle qui écrit les chansons. Le travail des chansons, c'est vraiment un travail à part. En doublage, hein, pas en sous-titrage. En sous-titrage, c'est la même personne qui écrit tout. En doublage, non, c'est vraiment une équipe dédiée à ça, surtout si on doit faire chanter des enfants. Voilà, parce qu'il faut des chœurs la plupart du temps. Donc c'est très, très spécifique, vraiment très spécifique. Et c'est pareil, c'est peu de... À part les Disney, ou quelques dessins animés, il y a quand même très très peu de films musicaux. La La Land, par exemple, c'est pas du tout doublé, les chansons sont pas doublées. Voilà. Effectivement, on est plus sur du film pour enfants. Donc, avec notre bonne Reine des Neiges, libérée. Au niveau de l'adaptation, Héloïse m'a dit que du coup, il y a plusieurs reprises où il travaillait à plusieurs sur une adaptation. Comment est-ce que, je suppose que c'est vous qui choisissez si vous confiez le travail à plusieurs adaptateurs ou à un seul? Oui. Comment est-ce qu'on choisit si c'est censé être un travail de groupe ou si c'est attribué qu'à une personne pour adaptation? Alors, en fait, ça dépend du film, essentiellement.
C'est vraiment quand Vous avez on... un problème quand on voit le film, en fait, en version originale, on décide... alors, pour être plus large que sur l'adaptation, en fait, quand on me dit, bon ben voilà, on prend l'option de doubler le film en version française, moi je choisis le studio dans lequel je veux faire le doublage. Souvent, ça entraîne le directeur artistique ou pas, ça dépend, mais voilà. Donc, je désigne le directeur artistique. C'est pareil. Moi, j'ai plutôt tendance à travailler avec quelqu'un avec lequel j'ai plus l'habitude parce que le directeur artistique est très mobile. Il peut travailler sur. Enfin, faire les castings de plein de films, en fait, ça n'a pas d'importance. Donc, je préfère quelqu'un qui a une bonne organisation, dirige bien, me propose des castings que j'aime bien, où je ne suis pas obligée de discuter pendant des semaines et des semaines sur les voix qu'il va choisir. Et puis, je choisis aussi l'adaptateur. Donc, en fonction du sujet, en fonction du film, en fonction si c'est drôle, pas drôle, soit je prends une femme, soit je prends un homme, soit je me dis, tiens, telle personne, elle travaille ensemble, donc on va les mettre ensemble. Parce que, alors souvent c'est plutôt les gens qui travaillent ensemble, et on dit, je vais travailler avec cette équipe-là, plutôt que moi de dire à deux personnes, tiens, tu vas travailler avec telle personne. En cinéma, c'est assez rare qu'on fasse ça. Je prends plutôt effectivement parce que comme ils travaillent beaucoup de chez eux, c'est un peu difficile. Alors aujourd'hui, quand on a des projets un petit peu touchy, un peu sur la sécurité, un peu de peur d'évasion de l'image, on fait travailler les gens dans le studio proprement dit, donc on peut en faire travailler deux sur le même film. Mais c'est vrai que si l'équipe n'est pas préalablement constituée, parce qu'en fait, quand ils sont plusieurs à écrire, c'est qu'ils sont complémentaires. Donc, je prends une équipe complémentaire ou je prends une personne seule. Homme, femme, enfin voilà. Et après, en général, des gens plutôt, effectivement, j'ai rarement, je dois dire, pris des jeunes auteurs. Sur le cinéma, on prend plutôt des gens un peu affranchis. Les jeunes auteurs vont être plus sur des choses pour la télé, pour les séries, parce que ça les oblige à travailler vite, à être très réactifs. C'est une école. On est rarement, à part des gens comme Joël qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, tous les auteurs ont commencé progressivement. Donc un peu de télé, un peu de série, et après, ils vont postuler en fait un peu pour faire du cinéma. Voilà, il faut avoir de l'expérience pour qu'on vous confie en tant qu'adaptateur un film de cinéma. D'accord. Et par rapport justement, là pour être un peu plus spécifique au film 12 Years a Slave, oui. Pourquoi est-ce que vous aviez choisi Joël Savdier sur l'adaptation et Raphaël Anceau sur la direction artistique? Ils avaient déjà travaillé sur des projets similaires ou... Alors non. Alors oui, d'abord ils avaient travaillé ensemble sur la version française de Hunger, du même réalisateur, Steve McQueen, qui n'avait pas été doublé pour le cinéma, qui avait été doublé pour uniquement la vidéo et la télévision. Et Raphaël avait conseillé au studio l'écriture de Joël, parce qu'il a une écriture assez littéraire. Il est très très fort en dialogue. Et donc il avait demandé, il n'avait pas beaucoup de temps. Et donc Raphaël avait espéré et eu la possibilité de travailler avec Joël sur Hunger. Et comme moi je travaillais, c'est moi qui fais rencontrer les deux aussi. Donc du coup, quand on a eu 12 Years a Slave, évidemment, j'avais envie de travailler avec eux. Même si Hunger c'était pas moi qui les avait fait travailler, j'avais envie de travailler avec eux sur cette équipe. Et parce que 12 Years a Slave a un langage assez particulier. On est dans le 19e siècle américain. C'est la première fois qu'un ex-esclave écrivait lui-même, parce que lui il était lettré, écrivait lui-même son œuvre. Donc en fait, il y avait un vocabulaire particulier et que Steve McQueen avait tenté un peu de remettre dans son film.
Donc je savais qu'avec Joël, j'allais avoir... ça n'a pas été facile au début parce que je voulais vraiment pas qu'il écrive trop bien. Je voulais juste qu'il écrive juste. Alors on a mis des petites choses au point. Il m'a écrit quelques lignes au début, on les a vues avec Raphaël. Et puis après on a continué parce qu'il avait évidemment été dans la direction que je souhaitais. Et donc du coup il a fini son doublage et on a fait le reste de la vérification du texte à la fin tous les trois. Et voilà. Et c'est vrai que le rendu, et après Raphaël, quand il a dû faire travailler ses comédiens sur ce texte, c'était évident. Ça s'est passé très bien, c'était très fluide en fait. Donc c'est pour ça que j'ai eu envie de travailler avec ces deux personnes-là. Et dans la direction, il y avait des comédiens. Michael Fassbinder était plutôt connu. Mais en revanche, il y avait beaucoup de comédiens qui étaient peu connus et il y avait une recherche de voix dans le personnage de la jeune femme, de la jeune esclave. Et il y avait besoin d'un vrai travail. On a fait des essais pour voir, pour trouver la bonne comédienne, le résultat est assez... Entre le texte à jouer et le travail de choix de casting, ça donne un résultat plutôt beau. Vraiment une VF de belle qualité, quoi. Ok, et par rapport à la notion plus de budget, parce que le film, j'ai vu, a bénéficié de 22 millions de dollars, on est loin d'un blockbuster pour un film américain. Est-ce que ça a des conséquences sur la qualité, notamment sur le temps alloué à une version française Oui. C'est pour ça qu'on fait une distinction entre sortie cinéma, sortie télé-vidéo. Quand on est sur du cinéma, on a un confort et donc on a une durée de travail. Évidemment, c'est le temps, c'est l'argent et voilà. Donc, effectivement, quand on décide de faire une version cinéma, sur une difficulté moyenne, on va être dans une semaine d'enregistrement, du lundi au samedi. On va être dans un budget moyen, autour de 75 à 80 000 euros. Et puis, sur un Woody Allen, on a un superviseur. Donc, on a besoin d'un temps de travail plus long. Quand on a des comédiens qui viennent se doubler en français, on a besoin d'un temps de travail plus long. Parce qu'ils sont moins affranchis que les comédiens de doublage. Donc, on prend. Donc, c'est un peu plus cher. On peut avoir aussi des difficultés sur le mix. Donc, on va avoir des jours de mix. Normalement, on est à peu près à 3 jours de mix pour un long métrage. Et si le mix est un peu compliqué, on va rajouter une journée. Donc effectivement, tout ça, à chaque fois, c'est vraiment le temps, sauf pour les adaptateurs, parce que eux, ils sont payés, alors c'est un vieux système, à la bobine. Parce qu'on considère que... on considérait 10 minutes le temps d'une bobine. Et donc, ça fait à peu près sur un film de 100 minutes, parce qu'en gros, en long métrage, on est plus près de 100 minutes. 10 bobines. D'accord. Je sais pas si ça c'est vous qui le gérez aussi ou pas, mais comment est-ce qu'on décide de faire passer un comédien en tant que directeur artistique ? Ah si, c'est nous. C'est vous ? Moi, je ne l'ai jamais fait, mais c'est effectivement... quelqu'un qui s'occupe, qui suit un doublage ou un studio, parce que les studios peuvent aussi travailler en direct des directeurs artistiques. Donc ouais, c'est souvent, ça vient de notre poste à nous. C'est ou le directeur technique ou le studio qui choisissent de faire passer un comédien qui a l'intention de le faire, parce que c'est un vrai travail de diriger d'autres comédiens. C'est pas parce qu'on est bon comédien qu'on sait bien le faire. Il y a une sorte de pédagogie, de faire comprendre. Le directeur artistique, lui, voit le film en entier. Et voit le film en entier et en fait va diriger ses comédiens en fonction de toute l'intention qu'a pu donner le réalisateur à ses comédiens originaux. Et donc c'est pas parce qu'il est bon comédien qu'il saura faire ça.
Et puis après, il y a toute la partie aussi plan de travail, choisir le bon comédien pour le bon comédien original, la bonne voix. C'est pas gagné. Pour moi, tout le monde ne peut pas le faire. Donc un comédien qui passe en direction, il en a exprimé la volonté et il a un peu des capacités pour qu'on lui donne la chance. Voilà. Il y a quelque chose qu'on avait évoqué du coup tout à l'heure avec Héloïse, mais qui m'a dit de plutôt me référer à vous. Oui. C'est quand dans un film, alors là du coup en l'occurrence c'était Tully par exemple dont on avait parlé, quand dans un film, à l'intérieur par exemple à la télé, un personnage regarde une émission comme un dessin animé, mais que ce dessin animé existe en France et qu'il a déjà été doublé, comment est-ce que je récupère l'extrait? Ouais. En fait, il faut que je m'adresse aux détenteurs des droits en France du programme. Et si par exemple on est sur un Woody Woodpecker, je crois que c'est Warner qui l'est diffusé, et ben je vais interroger Warner et qui m'autorise à utiliser la version française de l'extrait en question, moyennant finance, dans ma version française. Et de temps en temps aussi, quand c'est pas quelque chose de connu, un Woody Woodpecker c'est connu. Il y a certains extraits de films qui sont plus connus que d'autres, donc là on va les demander, mais si c'est pas très connu, on va refaire la version française, ça va beaucoup plus vite en fait. Mais oui, c'est ça, c'est soit on demande à l'ayant droit des droits en France de ce film en particulier, ou de cette émission, ou de cette chose comme ça, ou on refait nous-mêmes. Et comment vous trouvez en général l'épisode ou l'émission? C'est ça qui est le plus compliqué en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit très marqué pour qu'on prenne la peine d'aller le demander. Voilà. Ou alors ce qu'on peut essayer de faire aussi, c'est de trouver le film, de reprendre le texte et de le mettre dans l'extrait. Donc voilà. Mais ouais, il faut vraiment que ça soit très marqué, quoi, parce qu'effectivement, il faut retrouver le Woody Woodpecker en question ou le Tom et Jerry ou je sais pas quoi. Donc c'est parfois difficile. D'accord. Et maintenant, je vais vous poser la dernière question que j'ai. D'accord. C'est maintenant que la VO elle est devenue plus accessible et qu'un grand nombre se dirige vers cette dernière. Est-ce que vous pensez que le doublage c'est quelque chose qui est voué à disparaître? Alors non, ça je pense pas que c'est voué à disparaître, c'est sûr, parce que d'abord pour le public enfant, on en aura toujours besoin, parce qu'un enfant de 5 ans il n'est pas capable de lire des sous-titres. Voilà. Dans les grandes villes, oui, on a accès à la version originale, mais globalement, dans les villes moyennes et dans les plus petites villes, il y a moins accès au bilinguisme. Donc, et puis, de toute façon, quand on est sur de l'anglais, oui, mais quand on est sur de l'iranien, sur tout ça, on a aussi un peu besoin pour les télévisions, parce que le sous-titrage, sur la télé c'est plus compliqué, enfin c'est moins agréable à lire, et puis il y a des personnes qui ont des difficultés, si vous avez des vieilles personnes un peu plus âgées, elles ont des difficultés à lire les sous-titres sur la télévision, donc non, le doublage n'est pas mort. Après c'est comment il va se faire, parce que quand on voit un doublage en cinéma, la qualité qu'on y met et la différence sur un téléfilm et sur certaines séries, parce qu'il y a aussi, par exemple, aujourd'hui, Netflix, quand ils font des doublages font faire des doublages sur les séries, ils font des choses de très grande qualité. Mais quand vous appuyez sur une télévision et que vous prenez des programmes, on s'aperçoit très vite que c'est pas hyper synchrone, parce que c'est fait vite, parce qu'on veut pas mettre beaucoup de budget. Donc le doublage va toujours exister. C'est la qualité qu'on y mettra. Alors on est ravis, nous, de voir des gens comme Netflix, qui sont une pseudo-télévision, mettre des moyens là-dessus, parce que ça fait ça montre de la qualité. Parce que c'est vrai que sur les 20 dernières années, on a pas mal perdu, en dehors du cinéma, sur la qualité du doublage. Comme on n'a pas voulu forcément y mettre les moyens, on fait vite. Et donc, parce que quand on parle d'une semaine d'enregistrement,
Ça veut dire qu'on permet aux comédiens de recommencer. Quand on a 3 jours pour faire un film de 90 minutes, le comédien ne recommence pas, il ne peaufine pas son travail, quoi. Et du coup, c'est effectivement un petit peu plus compliqué. Et pareil pour le mixage. On ne va pas donner 4 jours de mixage pour la télévision, on va donner moins. Et on sent que toutes les voix sont plus devant. Voilà, donc c'est là-dessus. Mais le doublage n'est pas mort, non, ça c'est sûr. Et vous n'avez pas peur, par exemple, des nouvelles technologies maintenant avec les voix de synthèse et tout, ou les traducteurs qui risqueraient d'impacter Pour le cinéma, non. On n'est pas arrivé. Je pense qu'on a quand même bien 15 ans devant nous pour avoir une fluidité. On l'entend encore dans les... On sent vraiment les sautes. Quand on a des voix un peu électroniques, on sent quand même les sautes. D'ailleurs, quand on prend encore des gens pour faire les annonces dans les gares SNCF, c'est pas une voix électronique dans la gare SNCF. La dame qui dit le train, toutes les annonces qu'on a dans les gares, c'est une dame qui le dit. Donc voilà. Donc je dis qu'on a un peu de temps devant nous, mais c'est pas... Effectivement, on peut pas dire que dans 15 ans, ça sera pas une partie des programmes qui seront faits électroniquement. Après la traduction, il y a tellement de finesse dans la traduction que de confier ça à Google, il a intérêt de faire des efforts, notre bon Google. Surtout qu'en plus on a ces contraintes qui sont la synthèse pour le sous-titre et pour le doublage, la synchronisation. Donc c'est... Voilà, il faut que Monsieur Google il travaille. Il n'est pas arrivé au bout de ses peines. Donc voilà. Et du coup, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté. De rien, j'espère que c'est pas trop chiant.